Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour la troisième session du FOMECAF. Merci d'écouter cette présentation. Donc aujourd'hui, nous allons voir les équipements qui se trouvent entre le studio et le récepteur. Donc on va voir la fonction de chacun des équipements dans la chaîne de diffusion. Cette présentation, elle est utile pour tous les membres d'une radio locale FM. Tout le monde peut regarder pour avoir au moins connaissance des termes techniques qui sont employés, et puis ça permet aussi de savoir à chacun ce qu'il fait, tout ce qui est important dans une chaîne de diffusion FM. Donc la chaîne de diffusion à FM, donc, nous allons voir les équipements, leurs fonctions. Donc nous avons bien souvent un animateur qui est derrière son microphone. Et qu'est-ce qu'il se passe entre cet animateur et puis un auditeur qui écoute son poste radio? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est ce que nous allons découvrir. Donc voyons voir le synoptique d'une radio locale. Donc on a notre animateur derrière sa table de mixage. Il veut transmettre un message. Il est dans un studio, ici Radio Bethany au Cameroun. Là, il y a non seulement le studio, mais il y a aussi le site de diffusion. Ici, on voit un émetteur, un filtre d'antenne, et on voit le feeder, le câble noir qui monte, qui va vers le pylône et vers les antennes qui se trouvent au sommet du pylône. Et donc les antennes rayonnent et l'auditeur reçoit le programme radio. Et on voit que notre auditeur paraît très heureux de recevoir ce que dit à la radio. Voilà. Donc voyons voir le synoptique d'une radio. Je n'avais pas prévu cela. Donc, je reviens en arrière. Donc depuis le studio, il faut acheminer le signal au site de diffusion. Bien souvent, la plupart des radios, petites radios locales FM, le site de diffusion est sur le même site que le studio. Donc il suffit d'un câble de quelques mètres, voire une dizaine de mètres, entre, on va dire, la table de mixage ou bien l'ordinateur et l'émetteur. Mais il peut y avoir des cas, par exemple, le studio va se trouver en centre-ville pour une question de facilité d'accès au studio. Et puis le site de diffusion, donc les antennes vont se trouver par exemple au sommet d'une montagne, parce que plus les antennes sont hautes et plus la radio va porter loin. Donc c'est pour cela qu'on place bien souvent les émetteurs au sommet d'une colline ou d'une montagne. Et dans ce cas-là, il faut acheminer le programme qui vient du studio jusqu'au site de diffusion. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être bien souvent des faisceaux hertziens avec des paraboles entre les deux sites, ou de la fibre optique, c'est plutôt rare en Afrique, une ligne téléphonique, c'est pas très sécurisant, ou aussi par satellite, mais ça c'est plutôt pour les grandes chaînes de radio qui ont un studio, on va dire, principal dans une grande ville et qui vont diffuser en plusieurs villes du pays. Alors, il faut donc un local studio. Donc voici quelques recommandations minimum pour un local studio. Donc nous voyons bien sûr le studio d'enregistrement. Il faut une pièce d'environ 9 mètres carrés, environ 3 mètres par 3 mètres. Évidemment, ça peut être plus grand. Mais s'il y a simplement un animateur et puis deux invités, une pièce de 9 mètres carrés est suffisante, pourvu qu'on puisse s'asseoir à 3 autour d'une table. Évidemment, si dans ce studio on veut enregistrer une chorale avec une vingtaine de personnes, il faudra un studio plus grand. Donc il y a le studio d'enregistrement, il y a aussi la régie technique. Donc là, c'est là où il va y avoir l'ordinateur qui va permettre d'enregistrer ce qui est dit, la table de mixage et puis tous les autres appareils qu'on va décrire un petit peu plus loin.
Voyons voir un peu encore le local studio. Bon, j'ai présenté un bureau, parce que généralement, il faut bien quelqu'un qui travaille dans le studio, et donc il y a un bureau. Ça peut être pour les journalistes qui préparent ce qu'ils ont à faire. Ça peut être aussi le directeur, enfin bon, peu importe, disons qu'il faut un bureau. Une salle d'attente, parce qu'il faut que les gens qui arrivent rentrent bien quelque part. Et donc voilà, une salle d'attente. Vous remarquez aussi qu'il y a une petite pièce qui s'appelle diffusion. C'est là où l'on met l'émetteur. Alors pourquoi il est à part? Si possible, hein, c'est toujours si c'est possible, c'est bien de le mettre à part parce que l'émetteur fait du bruit. Il y a un ou plusieurs ventilateurs qui font beaucoup de bruit. Et donc ce n'est pas agréable pour le technicien qui est dans la régie technique, et surtout pas le mettre dans le studio d'enregistrement, parce que dans le studio d'enregistrement, il y a les microphones et on ne veut capter que ce qui est dit par ceux qui sont dans le studio et pas les bruits parasites. Donc c'est bien d'avoir un petit local, pas besoin d'être très grand, 2 mètres par 1 mètre 50, 3 mètres carrés, juste pour poser l'émetteur et quelques autres équipements si nécessaire. J'ai représenté une chose importante, c'est un sas entre la salle d'attente et le studio d'enregistrement. Ceci, c'est important qu'il y ait un sas, ça permet qu'il y ait le minimum de bruit qui passe entre la salle d'attente et le studio d'enregistrement, tout ça pour éviter les bruits parasites. Parce que dans la salle d'attente, on accueille les gens, on se dit bonjour, on peut quelquefois élever la voix, on peut rigoler. Voilà, donc il ne faut pas que, si on est en procédure d'enregistrement, que ces bruits-là puissent passer dans le studio. Donc un sas. Évidemment, il faut des commodités. Je représentais ici une petite pièce pour le WC. Donc on va parler maintenant du conditionnement du studio. Donc il faut, si possible, faire une bonne isolation phonique du studio d'enregistrement. Il faut un double vitrage entre je reviens en arrière, entre le studio d'enregistrement et la régie technique. On voit là juste en dessous de la table ovale, il y a ici une fenêtre et il faut y mettre 2 vitres. Alors ces 2 vitres, il ne faut pas qu'elles soient parallèles, il faut qu'elles soient légèrement inclinées. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, voilà. De quelques degrés, hein, de 5-10 degrés, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup, mais il ne faut pas qu'elles soient parallèles pour éviter toute résonance du son entre les 2 vitres. Et donc il faut évidemment dans le studio d'enregistrement mettre des absorbants acoustiques. Généralement on met de la moquette, ou on peut mettre, si vraiment on n'a pas les moyens, on peut collectionner les boîtes d'œufs en papier mâché, en papier carton. C'est aussi de bons absorbants, on en met partout, on décore avec un tissu dessus, un tissu épais ou de la moquette, voilà, quelque chose, tout ce qui peut permettre d'absorber les sons pour éviter toutes les réflexions, les échos, toutes ces choses-là qui sont désagréables après pour l'auditeur à entendre. Alors, je parle aussi d'une double toiture. Malheureusement, je m'aperçois que cela n'est pas fait, mais je le recommande vivement. Pourquoi une double toiture? Bien souvent, en Afrique, nous avons des petites radios avec de faibles moyens, et la toiture, c'est un toit en tôle. Donc quand il fait beau, on va dire pas de problème, mais quand il pleut, et il pleut des cordes, bien souvent, il y a des grosses averses, grosses pluies, ça fait un bruit, un barouf, comme on dit ici, qui est presque insupportable. Et donc si on est en train d'enregistrer à ce moment-là, soit on enregistre aussi le bruit, ce qui n'apporte rien à l'auditeur, soit on attend et puis on reprend après le passage de la pluie. Mais si le passage de la pluie dure pendant 3 heures, ce n'est pas non plus très bien, voilà, c'est perturbant. Donc faire un double toit permet d'absorber, sur le premier toit on fait un toit plutôt de type végétal qui va absorber les bruits. Il peut laisser passer la pluie au travers. Un végétal, ça peut être de la terre, du gravier, mais ça pourrait être
comment dire, balayé par les pluies, mais ça peut être aussi un toit en paillotte, de type paillotte, avec des roseaux, des choses comme ça. Ça va dépendre de l'endroit où l'on est, ce que l'on va trouver sur place. Mais ça va atténuer le bruit de la pluie qui ne va pas tomber directement sur le toit en tôle. Et ça aura un autre avantage que je parlais juste maintenant après, parce qu'il est parlé du rafraîchissement des pièces. Parce que le toit en tôle, quand le soleil tape directement sur le toit, évidemment ça chauffe. Et puis il y a le rayonnement infrarouge qui se trouve même en dessous des tôles, qui continue et qui vient irradier tout le studio. Et donc ça fait chauffer le studio. Donc le principe, c'est de faire de l'ombre au-dessus du toit en tôle pour que le soleil ne tape pas directement sur les tôles. Parce que les tôles peuvent monter facilement à 65, voire peut-être à certains endroits 70 degrés. Et donc si on fait de l'ombre, ça va rester peut-être 40, 50 degrés suivant la température ambiante du lieu. Donc il faut aussi, pour rafraîchir les pièces, amener de la ventilation dans les pièces, ou si c'est possible, si les radios ont les moyens, de mettre un climatiseur pour vraiment rafraîchir la température. Il faut aussi que le studio soit traité contre la poussière. Donc il va falloir faire attention au type de revêtement de sol. Effectivement, à terre, il vaudrait mieux ne pas trop mettre de moquette, parce que la moquette, la poussière va s'incruster dans la moquette. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un sol en béton, mais il faudrait qu'il soit bien lisse. Il faut bien lisser pour que la poussière ne s'accroche pas, qu'on puisse nettoyer très facilement le sol, de temps en temps, avec une serpillière. Voilà, donc on nettoie le sol. Mais on peut aussi rajouter par-dessus ce sol bien lisse un tapis que l'on va évidemment régulièrement, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, ça va dépendre un peu de la poussière que l'on va avoir dans la région. On va aller secouer le tapis, faire en sorte qu'il soit toujours bien propre. Pourquoi il faut vraiment combattre la poussière? Parce que la poussière, ça va abîmer les équipements, notamment, surtout ce qui va s'abîmer le plus vite, ce sont les potentiomètres de la table de mixage. La poussière va rentrer dedans et les pistes des curseurs linéaires des potentiomètres de la table de mixage vont s'encrasser. Et au bout d'un certain temps, alors ce n'est pas tout de suite, ça va arriver progressivement, mais d'ici 1 an, 2 ans, chaque fois qu'on va bouger le curseur, il va y avoir des crachotements qui vont se superposer au son. Donc ça rabaisse la qualité de la radio. Pour traiter la poussière, évidemment, aussi, on peut utiliser des aspirateurs. Ce n'est pas très commun en Afrique, mais je le conseille que dans une radio, on ait un aspirateur. Quelquefois, c'est vraiment, vraiment utile, on ne peut pas faire autrement. Ou on peut souffler, mais évidemment, souffler, il ne faut pas souffler à l'intérieur du studio. Il faut prendre les équipements qui ont besoin d'être nettoyés, aller à l'extérieur et souffler à l'extérieur pour ne pas faire redéposer la poussière à l'intérieur du studio. Je dirais que c'est du bon sens, mais il faut le rappeler. La dernière fois que j'étais à Lomé, on était dans une radio, évidemment, pleine de poussière. Et je dis, voilà, il faut nettoyer. Mais il dit, on n'a rien, on n'a pas de souffleur, on n'a pas d'aspirateur, on connaît même pas ça. Eh bien, j'ai dit, oui, mais regardez, par la fenêtre, je voyais que de l'autre côté de la rue, il y a toujours un réparateur de roues, de voitures, etc. Je dis, mais ce réparateur-là a sûrement de l'air comprimé pour gonfler les pneus. Et bien voilà, donc nous sommes allés chez le réparateur et il nous a donné un coup d'air comprimé dedans l'émetteur qui était plein de poussière et puis tous les autres appareils, on a pu les nettoyer. Et donc voilà, c'est une chose par exemple, et pour remercier ce commerçant du coin, eh ben, pourquoi pas lui faire une bonne publicité, voilà, à un certain moment. On remercie tel et tel commerçant qui nous a aidés à la radio avec son air comprimé. Enfin, après, à vous de faire la bonne publicité
selon les règles de l'art. Ce n'est pas mon domaine de parler comment on fait une bonne radio sur le contenu. Je laisse ça à d'autres spécialistes bien mieux formés que moi. Donc voilà pour le traitement de la poussière. Voyons maintenant les installations électriques. Donc il faudra protéger les installations électriques contre la foudre, contre les surtensions. Et on aura besoin aussi sans doute de secours en énergie parce qu'il y a beaucoup de délestage en Afrique. Donc voyons maintenant le type de matériel que l'on trouve au studio dans le domaine audio. Donc il y a évidemment la table de mixage, pas besoin d'une grande table qui fait 4 mètres de long avec 50 pistes d'entrée, une petite table qui a une douzaine, 10 ou 12 pistes d'entrée, ça c'est une table qui a 16 et généralement largement suffisante. Donc il faut un ordinateur pour enregistrer les émissions que l'on diffuse, ça permettra par la suite de les rediffuser. Pour cela il faut une interface, il faut une carte audio qui va interfacer entre la table de mixage et l'ordinateur. Et puis il est conseillé d'avoir 2 ordinateurs, un deuxième qui sera utile pour la diffusion. On a un ordinateur de production, celui sur lequel on va enregistrer. Ensuite, on va retravailler ce qui a été enregistré pour couper, coller, etc., traiter le son. Et donc ça, c'est la partie de production. Mais pendant ce temps, il vaut mieux avoir un autre ordinateur qui travaille d'une manière autonome, simplement pour diffuser les programmes qui ont été préenregistrés. Il faut aussi traiter le son à l'antenne. Ceci, c'est un compresseur. Alors, il faudrait mieux mettre un vrai traitement de son spécialisé pour la FM, mais ça coûte très très cher. Donc là, j'ai simplement présenté un compresseur audio, mais qui ne fait pas vraiment l'affaire pour la FM, mais c'est mieux que rien. Voilà. Et donc, dans le studio d'enregistrement, il faut que ceux qui sont là autour de la table, l'animateur et les invités, puissent écouter leur retour. Et il faut des casques, et donc avec un distributeur de casques, puisqu'il y a plusieurs personnes. Et il n'est pas bon de mettre des haut-parleurs dans le studio d'enregistrement, parce que ça risque de faire du larcène, ça casse un peu la bande passante, donc c'est pas bon. Il vaut mieux travailler au casque. Donc il faut évidemment un récepteur FM, c'est la moindre des choses dans une radio, qu'il y ait un récepteur FM. Et par exemple, on a vu dans la salle d'attente ou dans le bureau du directeur, il faut en permanence que ce récepteur FM soit allumé, parce que comme ça, au moindre problème, hop, on peut réagir immédiatement. J'ai vu bien souvent qu'on ne mettait pas la réception FM en retour, mais on mettait la sortie de la table de mixage. Mais si l'émetteur tombe en panne, on ne s'en aperçoit même pas, et on peut rester des heures comme ça sans savoir que la radio ne diffuse pas. Donc il faut vraiment travailler avec un récepteur FM, et à moindre problème, on peut réagir au plus vite. Donc il est bien aussi d'avoir un enregistreur portatif, ici un petit enregistreur Tascam qui permet de faire du micro-trottoir, d'aller dans la rue, d'aller pour un événement qui est enregistré hors de la radio, de pouvoir le faire à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui apparaît encore là ? Bon, évidemment, dans le studio, je ne l'avais pas mentionné, mais il faut des microphones. Voilà, donc des microphones dans le studio d'enregistrement. Et puis, il y a tous ces appareils qui permettent des supports de médias, donc un lecteur de CD, si quelqu'un amène un CD avec une musique ou même une émission qui est sur CD. Là, où est-ce qu'il est en bas à droite, il y a un lecteur de cassettes, parce que les cassettes, on peut encore en trouver. Donc il est bon d'avoir un lecteur de cassettes. Et un peu plus rarement des lecteurs de mini-disques, c'est quand même moins courant en Afrique. Fréquence Vie à Abidjan a beaucoup, pendant un temps, utilisé les mini-disques comme support d'enregistrement. Maintenant, voyons les équipements de diffusion. Donc,
il y avait les équipements dans le studio, il faut les relier vers l'émetteur. Pour ça, il y a des équipements de liaison avec le studio, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être un simple câble comme les faisceaux hertziens, liaison satellite, ligne téléphonique. Mais donc on arrive dans le site de diffusion, et là il faut mettre un traitement de son qui va permettre de limiter l'excursion, de ne pas dépasser ce qui est autorisé. Si on diffuse en stéréo, donc il faudra un codeur stéréo, mais je déconseille de diffuser en stéréo parce que ça porte moins loin qu'en mono. Donc, sauf si c'est une radio vraiment musicale, il vaut mieux diffuser en mono. Donc, l'émetteur est constitué aussi d'un modulateur FM, c'est le cœur de l'émetteur, et d'un amplificateur FM pour amener la puissance à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de watts. Et donc, quelquefois, il y a certains pays qui demandent obligatoirement un filtre de canal FM. C'est un équipement qui coûte assez cher, qui est gros, qui coûte cher, mais au Congo RDC, par exemple, c'est obligatoire. Ça permet d'éviter les brouillages dans la bande FM. Donc, en sortie de ce filtre, il y a un câble qui s'appelle le feeder, qui monte jusqu'au sommet du pylône, qui reçoit donc les antennes. Ça va apparaître pas dans le bon sens. Voilà. Hop, voilà. Les antennes au sommet du pylône. Et donc, s'il y a plusieurs antennes, il faut un coupleur d'antennes. Il y a toute une panoplie de protection, notamment au sommet du pylône, il faut mettre obligatoirement un paratonnerre, parce qu'un pylône, c'est un attrape-foudre, puisqu'il s'élève de 30 à 50 mètres au-dessus du niveau du sol, et donc il va capter la foudre. Et ce paratonnerre, lui, est un vrai capteur qui va vraiment canaliser la foudre et l'emmener avec un câble de mise à la terre jusqu'à la terre. Voilà. Et il y a aussi toutes des protections à mettre autour de l'installation électrique, je vais en parler après. Voilà. Les protections électriques, elles visent donc à la fois la sécurité du matériel et du personnel. Alors, contre la foudre, le principe est d'écouler le plus directement possible le courant de foudre capté par le paratonnerre vers une terre de bonne qualité. Et pour cela, il faut vraiment une grosse section de cuivre qui descende, au moins du 25 mm². Et si possible, non pas du câble torsadé, mais du méplat. Donc c'est du cuivre rigide, qui est une surface rectangulaire, donc une section rectangulaire, et ceci le plus rectiligne possible, pas d'angle droit, mais s'il faut faire une belle courbe, quitte à s'écarter un peu du pylône, en bas du pylône, mais surtout pas d'angle droit, parce qu'un angle droit, c'est une self et ça ralentit la foudre, et surtout ça va induire une surtension. C'est comme une voiture qui va très vite, elle ne va pas pouvoir prendre un virage serré, il faudra qu'elle passe par une grande courbe. Et donc pour avoir une bonne terre, il faudra mettre des piquets de terre plus ou moins longs, 1,50 m, 2 mètres, voire plus de profondeur, et en mettre plusieurs, jusqu'à quelquefois une dizaine si c'est nécessaire. Ça va dépendre de la nature du terrain. Avance, voilà. Donc dans les protections électriques, il faut aussi mettre des disjoncteurs différentiels calibrés à 30 mA. Ça permet de protéger le personnel qui toucherait accidentellement la phase, ou si un équipement avait un défaut d'isolement et que la phase serait sur la carcasse de l'équipement, notamment, je pense surtout à l'émetteur. Voilà. Donc il faut ce disjoncteur permet de couper rapidement et en toute sécurité, de mettre en toute sécurité le personnel. Et après, il y a aussi des disjoncteurs classiques ou des fusibles, ça protège l'installation seulement contre les courts-circuits ou les surcharges. Et il y a aussi des parasurtensions. Ça, c'est pas très courant, j'en ai pas vu beaucoup, mais ça protège l'installation contre les surtensions du réseau. Et le but, c'est que dès que ça dépasse une tension, cet équipement, ce composant, va se mettre en court-circuit vers la Terre. Et donc, évidemment, ça va tout faire disjoncter, mais ça va protéger le matériel.
Donc évidemment, il faut installer des parasurtensions avec des disjoncteurs différentiels et des disjoncteurs. C'est obligatoire. Donc voilà ce que donne la protection électrique d'une radio. Donc on retrouve un peu tous les équipements, le paratonnerre, le câble de mise à la terre du pylône, les piquets de terre, et puis les équipements sont reliés aussi à la terre. Par exemple, la carcasse de l'émetteur est reliée aussi au plus court vers la terre. Voilà. On voit le réseau électrique donc, du réseau, on va dire, national qui arrive. Il passe évidemment par le compteur de l'abonné qui permet de faire la facturation. Et là, il y a tout de suite un disjoncteur différentiel qui va protéger toute l'installation. Et ensuite, derrière le disjoncteur différentiel, le parasurtension qui, lui, dès au plus proche de l'arrivée du réseau électrique, va court-circuiter les surtensions si nécessaire. Et on voit les équipements qui sont derrière des disjoncteurs différents, parce qu'il y a plusieurs branches d'équipements qu'il faudra séparer au mieux. L'éclairage sera sur une branche, l'émetteur sera sur une autre, le matériel du studio sur une troisième, etc. Voilà. Alors, le coût d'une radio, alors tout ce matériel que l'on a vu, il faut investir, il faut l'acheter, il nous est donné quelque part, mais peu importe qu'on l'ait reçu gratuitement ou pas, cela a eu un coût initial. Et donc, quels sont nous verrons dans une autre émission quels sont les différents coûts d'une radio. Donc, nous allons les découvrir dans un autre module. Et donc, je rappelle ce verset, en effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Parce que bien souvent, on vous a dit, oui, la radio, ça coûte pas cher, on peut faire des choses minimalistes. C'est vrai qu'avec 100 000 francs, je peux faire une petite radio. Mais combien de temps va-t-elle durer voilà, c'est pas non plus... il faut vraiment investir. J'ai visité donc, les instances nationales dans certains pays. J'étais notamment à Lomé l'année dernière. Et je discutais donc avec un responsable et je lui parlais, je lui dis, voilà, j'ai visité telle et telle radio dans le nord du pays. Il m'a dit, ah ça, non, c'est pas de la radio. C'est vrai que la radio était dans un état, on va dire, très minimaliste. Et pour ce responsable national des radios, c'était pas de la radio. Ça ne tiendrait qu'à lui, il a dit je la supprimerai cette radio, mais il était quand même conciliant et donc nous allons essayer de les aider ces petites radios qui sont en très grosse difficulté parce qu'elles n'ont pas eu les moyens d'investir correctement dès le début et après on va dire qu'elles traînent des casseroles et quand on n'a pas les moyens de faire la maintenance, tout ça, les choses se dégradent de plus en plus et voilà. Donc, et souvent on croit qu'on va faire des miracles en démarrant une radio FM dans une ville, mais le miracle, c'est vrai que Dieu le donne, mais il faut aussi y mettre les moyens, je dirais, humains, que l'on reçoit par la grâce de Dieu. Il ne faut pas négliger cela, et donc il y aura une présentation sur le coût vraiment réel d'une radio. Mais entre-temps, vous pourrez regarder d'autres présentations dans d'autres sujets qui vont amener eux aussi finalement vers le coût de la radio. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette présentation. Et donc nous reverrons plus tard dans un autre module. À bientôt.